s'accompagne pas d'action est un rêve. Une action qui ne découle pas sur une vision n'est que perte de temps, mais une action suivie d'une vision peut changer le monde. Otep à tous, madame, messieurs, et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Sagesse Kamit. Nous sommes mardi, et comme tous les mardis, c'est la matriarche Nangonjoy qui est présente sur les antennes. Puissent nos ancêtres nous guider et nous accompagner tout au long de cette nouvelle édition. Femme et forêt, identité axiologique. Qui est la femme pour la forêt? Qui est la forêt pour la femme? C'est ce que nous allons voir, madame, monsieur, avec la WAB No Movungu. Otep à toi, Meye Gabé, et bienvenue. Comment ça va? Otep, ça va bien, ça va bien à tous les téléspectateurs, ça va. Que nos ancêtres nous bénissent de tout, qu'ils nous fassent un bon retour aux sources en forêt, surtout la femme qui est la matrice de la nature, la forêt, ensemble avec la forêt. Exactement, nous allons de bout en bout décortiquer tout cela. L'importance de la forêt, pourquoi est-ce qu'on dit que la femme et la forêt sont des jumeaux? On va décortiquer ça avec toi sur le plateau matriarche. Oui, effectivement, la femme et la forêt sont des jumeaux. Parce que c'est la femme qui découvre la forêt. Résidant déjà dans la forêt, mais c'est elle qui découvre vraiment la nature de la forêt. On n'a pas encore commencé, hein? On est encore sur les civilités. On n'a pas encore commencé. Parce que je voulais profiter pour dire aux téléspectateurs et milliers d'abonnés qui nous suivent, likez massivement, abonnez-vous également massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour qu'à chaque fois que Kemet TV a posté une vidéo, n'est-ce pas, que cette vidéo justement se signale à travers vos téléphones et différents smartphones. Et également, n'oubliez pas de partager également tout ce que nous faisons ici sur les antennes de Kemet Télévision. Maintenant, pour ceux qui veulent souscrire au lien description, vous cliquez simplement sur le lien description et vous serez les super fans. Et à travers cela, vous soutiendrez la télé à hauteur de 5 € par mois pour ceux qui sont dans l'espace Schengen et 5 $ par mois pour ceux qui sont dans l'espace américain. Nous sommes justement en train de travailler sur le concept Kemet Colonie 2024 première édition. Il est important de le dire. Il s'agira, n'est-ce pas, de certains membres de la diaspora qui nous suivent, de descendre ici au Cameroun pour les initiations, pour les enseignants, les enseignements, et suivront également, n'est-ce pas, des conférences que donneront, autant pour moi, nos experts. Donc, on aura l'occasion, n'est-ce pas, de revenir de long en large là-dessus, notamment en vous fournissant le document qui présente justement le concept d'ici la fin de la semaine ou au plus tard la semaine prochaine. Mais il est à retenir que c'est au mois de octobre. Le mois quand même a déjà été arrêté. On va vous apporter d'amples informations là-dessus, soit à la fin de cette semaine, soit en début de semaine prochaine. Comme ça, ça vous permettra, n'est-ce pas, de prendre connaissance à travers le document de présentation et le dossier technique, n'est-ce pas, qui suivra justement cet événement-là. Alors, matriarche, femme et forêt, identité axiologique. Toi qui es une femme du Movungu, née en forêt, grandie en forêt, tu as tout fait pratiquement en forêt. Alors, quelle est l'importance de la forêt pour la femme? Parce que nous dit-on, la forêt est la matrice à travers laquelle on trouve toutes choses, que ce soit les animaux, que ce soit l'eau, que ce soit même les essences qui permettent de soigner les maladies. Alors, quelle est l'importance de la forêt pour la femme et notamment la femme Movungu? On commence par là. L'importance de la forêt pour la femme Movungu. C'est la femme Movungu qui fait découvrir à sa famille, à l'homme, l'importance de la forêt.
déjà de par le feu. C'est la femme qui vient avec le feu au village. Parce qu'elle avait constaté comment le feu a fait en forêt. Elle vient avec le feu au village, comment? Est-ce qu'au village, on n'avait déjà pas le feu? On n'avait déjà pas le feu parce que à cette époque ancestrale vraiment naît la forêt et tous les animaux et les enfants et tout. L'homme n'avait pas le feu. Les gens au village se nourrissaient donc de quoi s'il n'y avait pas le feu? Ils se nourrissaient des crudités de la forêt, creuser des racines, manger des fruits. Et on a aussi trouvé des livres écrits que l'homme, nos ancêtres se nourrissaient de la cueillette et de la chasse. D'accord. Et les animaux donc, les animaux c'est la viande. Comment est-ce qu'ils mangeaient donc la viande? Ils mangeaient la viande crue. Hein? Oui. L'homme mangeait la viande crue. L'homme mangeait bien la viande crue. C'est pour cela qu'il était interdit aux enfants de manger la viande. Sauf que la femme connaissait que il fallait prendre un peu de viande, les parties de la viande, sécher au soleil, soit sur un tronc d'arbre qui est tombé, soit sur un rocher. Là, il sèche, il donne un peu à l'enfant. Parce que si jamais on donnait la viande crue aux enfants, ils allaient avoir des maladies. Okay. La femme africaine connaissait déjà ça. Quant à la femme Movungu, avec la forêt, la femme Movungu vit trop dans la forêt parce qu'elle prend tout dans la forêt. C'est la femme Movungu qui montre à l'homme comment s'habiller. Avec les peaux des arbres de la forêt. C'est la femme Movungu qui tisse disons la couverture de l'homme pour se couvrir. Parce que on peut remarquer ça aujourd'hui même chez les animaux. Vois la poule, vois les oiseaux. Quand il veut déjà pondre les œufs, il tire les feuillages par-ci, par-là. Il se fait un nid pour y habiter. C'est comme ça que les femmes faisaient aussi. À cette époque-là, c'est elles qui trouvaient une habitation pour accoucher, pour vivre. Parce qu'ils étaient des hommes. Il fallait qu'ils fassent une différence. Ils découvrirent même ce que l'homme doit manger et ce que l'homme ne doit pas manger. Par exemple, il y a certains fruits de forêt qui sont aussi le poison. Il y a les fruits de forêt qui sont franchement alcoolisés. Que quand tu prends le fruit là, tu saoules plus que celui qui boit la fricadine. Et même certaines plantes. Même certaines plantes. Parce qu'à une certaine époque, quand on était au village, il y avait certaines plantes là comme le sisongo. C'était un peu comme la canne à sucre. Oui. Quand tu suçais ça comme ça, c'était tellement alcoolisé que après avoir sucé 4 tiges comme ça, là, tu étais carrément ivre. Ivre. Ça existe même encore, à part que l'herbicide a fait beaucoup de travail dans le rythme de la vie d'aujourd'hui, qu'on dit que on nous sauve de la pauvreté. Donc tu mets l'herbicide sur le jardin, ce qui fait que la race, la semence qui est dans le sol ne peut plus repousser. Mais ça existe à certains coins. D'accord. Matriarche, nous allons aller progressivement. Tu as parlé de feu tout à l'heure et tu n'as pas terminé. Comment est-ce que la femme découvre le feu en forêt et comment ramène-t-elle ce feu-là au village pour que désormais il serve donc toute la communauté, qu'on commence à cuire les aliments avant de les consommer? Quand la femme part en forêt pour sécher ces choses au soleil, donc y compris la viande tuée par le mari et tout ce qu'elle pouvait sécher au soleil sur les grands rochers au sommet. Alors, elle descend donc les rochers, elle prend 2 petits rochers. Elle fait comme ça, ça fait les étincelles. Elle quitte donc, elle passe s'asseoir là où elle est en train de sécher ces choses sur
les feuillages morts. Quand elle le fait, est-ce qu'elle le fait expressément parce qu'elle attend que quelque chose y sorte? Non, elle fait ça pour jouer. Ah, d'accord. Pour faire les bruits. D'accord. Pour faire les bruits, parce que quand elle fait donc ce bruit-là, crap. Ça chasse... Ça fait le feu, ça fait les étincelles. Les étincelles. Elle a donc pris ça comme un jeu. Aller s'asseoir là où elle faisait le séchage au soleil. Quand elle a fait encore ça, 2 fois les feuillages, à sa grande surprise, là où la viande était posée, ça a pris feu. Et du coup, ça a cuit toute la viande. Le feu a cuit toute la viande qui était là, posée sur les feuillages. Alors, elle prend donc la viande, elle goûte, elle sent que ça a une approche avec la viande fumée au soleil. Mais est-ce que quand le feu est sorti, puisqu'elle n'avait jamais vu le feu, elle a vu le feu, est-ce que elle ne s'est pas effrayée, elle n'a pas fui? Elle s'est effrayée, elle s'est même brûlée. Elle s'est effrayée parce qu'elle met le doigt. Elle s'est même brûlée. Ah, ne sachant pas que le feu chauffait. Elle s'est même brûlée. Alors c'est comme ça que dans le récit même du Muvungu, de l'arbre généalogique, de ce que les femmes ont découvert, ce qu'elles ont fabriqué, il y a ça dedans. Il y a ça, le départ de la femme active, le départ de la femme guerrière. D'accord. Et donc, quand elle goûte la viande, elle se rend compte que c'est différent. C'est différent. Par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de manger. De manger frais. C'est comme ça qu'elle prend donc les 2 pierres, elle ramène au village avec la viande emballée. Elle dit, regardez ce que j'ai découvert en brousse. Cherchez les feuilles mortes, regardez. Ils ont mis, ça a donné le feu. Elle a encore claqué de nouveau. Et c'est comme ça qu'ils découvrent que le feu, ça servait à cuire au chauffage aussi. Plus tard. Parce qu'ils ne dormaient plus entassés. Vous avez vu que même jusqu'à aujourd'hui, les Pygmées sont restés avec cette tradition. Faire des huttes. Pour y habiter. Des fois même habiter dans les rochers qui avaient des chambres. Des fois habiter dans des égouts qui l'animal, je ne sais pas comment on appelle ça, mais on appelle ça sing en langue en langue bassa et en langue beti. Donc les gens ont donc pris ça pour un chauffage. Donc ils ne dormaient plus entassés à la recherche de la chaleur. On allumait le feu au milieu, chacun pouvait dormir dans son endroit puisque de toutes les façons ça réchauffait. Ça réchauffait. Ils ont donc commencé à cotiser ces pierres. Pour chaque famille, chaque personne a ses pierres quand il part à la chasse. Dans certaines régions, même les gens ont encore ces pierres-là. J'allais justement poser la question si ça existe encore aujourd'hui et si on est encore capable d'allumer le feu. Oui, dans certaines régions à l'est, ça existe encore parce qu'ils n'ont pas des allumettes. Ils n'ont pas des allumettes, ils ont encore ces pierres-là. Non seulement ils ont des pierres, ils ont encore découvert le bois qu'on peut frotter sur l'autre et produire le feu, comme les Pygmées. Ils ont ça, ils ont ces pierres pour le feu, ils ont encore ces bois qui produisent le feu. Donc c'est comme ça que la femme ramène, donc c'est la femme qui ramène tout au village. Tout ce qu'on a aujourd'hui dans le monde, c'est les femmes qui ont créé ça. Pas que les hommes n'ont rien créé, mais le secret de la découverte est venu de la femme. Bon, si on parle par exemple maintenant de la femme et la médecine, puisque nous savons que toute médecine vient de la forêt. Même les comprimés que nous avons aujourd'hui, ce sont des plantes qu'on a associées avec du chimique. Et puis on a trouvé des emballages et des conservations. Pour y faire. Comment la femme Muvungu utilisait donc les plantes pour soigner? Et déjà, comment savait-elle que telle plante ou telle autre plante peut soigner telle ou telle autre maladie?
Jusqu'aujourd'hui, la femme Movungu est toujours en contact avec la forêt et les ancêtres. Voici, par exemple, je veux vous expliquer un peu comment ça se passe. Un peu seulement. Parce que ici, je ne peux pas étaler tous les secrets. L'autre va rester dans le cas de l'initiation. L'initiation, ceux qui viendront se faire initier. Tu peux voir une herbe. Tu regardes de tes propres yeux. Tu vois que l'herbe te parle. Puisque quand tu es déjà initié dans le Movungu, tout peut te parler. Surtout ce qui est naturel, qui est vivant. Tous les corps qui vivent te parlent. Alors tu peux regarder une herbe. Tu vois que ça te parle. Tu demandes aussi ça aux ancêtres. On te dit qu'effectivement, ça là, ça soigne telle ou telle maladie. Tu la prends. Si c'est une herbe qui est que ça, on peut la manger en même temps, ça soigne. On va aussi t'éclairer ça. Tu vas mener ça au village. Tu fais ça aux gens. C'est pour tourner la vie. D'accord, c'est très important. Et c'est comme ça que les femmes ont découvert même les écorces, même les fruits. Parce que c'est eux qui étaient toujours liés à la forêt pour retrouver ce que le mari peut manger urgemment. Ce que les enfants peuvent manger urgemment. Et pas te faire la cueillette. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un tour chez les pygmées. C'est comme ça. Effectivement, oui. Les femmes pygmées, elles font la chasse toute la journée. La cueillette, que ce soit le fruit, que ce soit le miel. Pour recueillir le miel. Là où elle ne peut pas monter, elle appelle son mari. Le lendemain, les maris partent chercher le miel. Dans là où ses forces sont limitées, elle appelle le mari. Il l'instruit. Voici ce que je veux faire. Va faire. Parce que c'est la côte forte. Les pygmées ont quand même une façon exceptionnelle de vivre en forêt où ils sont. J'ai côtoyé les pygmées à l'est du Cameroun, notamment à Bobilis, après Belabo. J'ai côtoyé les pygmées dans le sud, notamment en Goyang, avant le Lodov. Mais je me suis rendu compte que ils ne tombent pas malades. Ils n'ont pas les maladies vénériennes que nous avons. Rien. Ils n'ont pas de sida. Ils n'ont pas de palu. Je ne sais pas comment ils parviennent à chasser les moustiques. Parce qu'il n'y a pas de moustiques là-bas. Deuxièmement, ils n'ont pas de toilettes. C'est-à-dire quand tu y arrives et que le besoin se fait ressentir, on te demande, va seulement derrière la maison là-bas. Il n'y a pas de toilette. Mais je me suis posé la question de savoir, est-ce parce que la forêt est généreuse qu'elle donne justement à ces pygmées-là tous ces éléments qui permettent à ce qu'ils vivent? Rarement j'ai vu un pygmée qu'on a amené à l'hôpital parce qu'il est tombé malade. Ils ne vont pas à l'école. Quand leurs femmes sont enceintes, elles accouchent toujours là-bas. Mais les enfants sont solides après. Mais est-ce à dire que la générosité de la femme vient de la générosité de la forêt? Si tant est que la femme et la forêt sont des jumeaux. Oui, effectivement, la femme et la forêt, elles sont des matrices jumelles. Elles sont des matrices jumelles. Parce que, par exemple, comme vous parlez des pygmées, les pygmées, avant de faire un campement, j'ai passé 6 mois chez les pygmées. 6 mois d'affilée. Avant de faire un campement quelque part, ils regardent d'abord tous les arbres qui sont à 1 kilomètre de là, jusqu'à là où ils habitent. Et là, quand ils trouvent que il y a les arbres qui chassent les serpents, parce que vous savez qu'il y a les écorces ou les fruits qui chassent les serpents. Il y a les arbres et les herbes qui chassent les moustiques. Même si c'est à côté de l'eau qu'ils dorment, ça chasse les moustiques. Donc c'est là qu'ils vont faire leur campement. Ils construisent leur hutte.
Parce que déjà, ils dorment, les portes ne sont pas fermées. Ça n'existe pas dans leur culture connaître les portes, ni des fenêtres. Ils dorment là, à même le sol. Et c'est bien, c'est les gens qui connaissent la nature. Ils connaissent le sol là où ça chauffe. Le pygmée ne peut pas construire son campement là où il n'y a pas un début de... Donc, souterrainement, si tu creuses là, tu vas trouver l'eau à moins de 10 mètres. Là où les pygmées dorment. Pour le reste, je ne peux pas citer. Mais c'est les gens qui connaissent très bien la nature. D'où l'importance de l'initiation, parce que tu ne peux pas faire ça sans connaître la nature. Tu ne peux pas faire ça sans communiquer avec la nature. L'initiation qui est cet apprentissage-là des choses. Et justement, nos ancêtres nous ont enseigné que chaque être vivant sur la terre a un rôle. C'est pourquoi il est strictement interdit de tuer les moustiques. Quand je le dis souvent, les gens me prennent pour un fou. Que donc tu préfères donc qu'on tombe malade. On n'a pas le droit de tuer le serpent. On n'a pas le droit de tuer les fourmis. Mais qu'est-ce que nos ancêtres faisaient? C'est que les éléments dont tu viens de citer tout à l'heure, qui chassaient les serpents, qui chassaient les moustiques, qui chassaient les cancrelats et autres, ils prenaient les fibres de ces éléments-là pour faire des meubles à la maison, pour faire même des chaises. Ça veut même des bâtons au coin de la cour. Au coin de la cour. Quand le serpent vient voir le bâton là, il fuit. L'odeur nauséabonde chassait automatiquement ces insectes-là. Mais aujourd'hui, on a créé des... Comment ils appellent ça? Dès qu'on voit les moustiques, on pompe, on ferme la porte. Et ça pollue les moustiques et ça pollue la nature. Et je veux quand même me permettre de citer, parce que si tu ignores ce qu'on appelle, disons, je veux quand même me permettre de citer un de ces passages dans la Bible. Que quand l'Israël voulait quitter l'Égypte, les Israéliens quittaient l'Égypte pour leur terre promise. Les serpents les mordaient au désert. Quand ça les mordait, il y a, si c'est Moïse ou quelqu'un, a créé un bâton où il a mis le dessin du serpent, que quand le serpent te mord, tu regardes ça, tu guéris. Le venin quitte. Tu crois qu'ils ont copié ça? Et c'est pourquoi justement, devant les pharmacies, il y a justement un piquet avec l'insigne du serpent. Voilà. Devant les pharmacies. Alors que ici, dans le Muvungu, tu peux connaître l'herbe là, tu plantes ça à côté de la cour, ça ne viendra jamais chez toi. Le serpent ne viendra jamais chez toi. Il passe loin là-bas. Il passe loin. Et par conséquent, tu n'aurais pas l'occasion de tuer le serpent. Tu n'auras pas l'occasion. Tu ne vas même pas le voir tant que tu es chez toi. Ni les moustiques. Tu n'auras pas l'occasion de tuer le moustique parce que tu ne vas pas voir les moustiques faufiler autour de toi. Il y a les herbes pour ça. C'est pour ça que je dis que l'herbicide aide beaucoup. Aide beaucoup à faire disparaître les races des herbes. Donc c'est nous-mêmes qui polluons la nature. Et que la femme et la forêt, nous qui sommes dans le Muvungu, nous pleurons souvent, nous faisons souvent le deuil de la forêt. Moi, par exemple, quand je vois les billes de bois passer dans un camion, je suis mal à l'aise. Si je voyage, quand je vois ça, je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise parce que je vois très bien les êtres vivants qui partent. Si je fais mon champ, je fais le champ à un endroit où il n'y a pas beaucoup d'arbres. Et quand bien même il faille que j'abatte un arbre qui est dans mon champ, par exemple, je demande la permission. À qui? Aux arbres. Je lui demande la permission d'aller rejaillir ailleurs. Et comment tu sais que la permission t'est accordée? Puisque avant que ton champ ne soit à la fin de la maturité, par exemple les bananes, plantains, par exemple le manioc, tu vas découvrir qu'il y a un petit rejeton
qui est dans la forêt qui est à côté du champ. Donc tu vas voir un petit plan de cet arbre-là à côté du champ et tu vas l'entretenir. D'accord. Mais si on ne coupe pas aussi le bois en forêt, comment est-ce qu'on va fabriquer les lits? Comment est-ce qu'on va fabriquer les armoires que nous avons dans nos maisons et autres? La coupe du bois est réglementée tel que, puisque c'est réglementé. Mais aujourd'hui, ceux qui font ça font la coupe sauvage. Mais sur les papiers, c'est réglementé. Parce que si tu arrives dans une forêt où tu trouves 10 bibingas, par exemple, coupe 3, laisse 7. Ces 7 bibingas concernent peut-être 7 villages ou 8 villages qui peuvent se soigner avec, qui peuvent, parce que le bibinga comprend, le bibinga parle, par exemple. Et soigne aussi. Et soigne aussi. Et ça a le vin dedans. Donc, c'est un arbre qui est très gentil, ça a le vin pour donner aux hommes. Mais quand on fait aussi un meuble en bibinga, il est très très beau. Hein? Oui, il est très beau. Le bibinga est beau, mais il faut donc... Il met beaucoup de temps. Oui, à cela, nous, on plante souvent, les femmes vous plantent souvent les arbres, même si ce n'est pas dans ton terrain, tu plantes. Oui. Tu plantes les arbres, même si ce n'est pas chez toi, tu plantes. Tu dis à la personne que non, j'ai planté un arbre là, garde ça bien. Ça te soulage. Et ça soulage la nature. On peut donc dire que la forêt est l'émergence de toute vie. Puisque tout vient de la forêt. Avant qu'on ait ce bâtiment-ci, à une certaine époque, c'était la forêt. Tu attaquais la forêt. On doit à la forêt. Chaque être humain doit à la forêt. Chaque nous dans le Muvungu, on connaît que chaque être humain vivant sur la terre-ci, touchant un meuble, touchant le bois, s'asseyant sur un meuble, touchant en fait tout matériel qui sort de la forêt, tu as le droit de planter au moins 5 arbres dans ta vie avant de mourir. Au moins 5. Ça pourra aider dans tes générations futures. Et sur ce, quand on regarde là-bas dans le Muvungu, nous voyons que d'ici 50 ans, tu ne pourras plus quitter ton pays des hommes noirs, africains, comme on connaît ça comme ça, sans que tu ne présentes une carte que tu as plantée au moins 10 arbres. Parce que la dette sera forte. Elle commence par un réchauffement climatique maintenant, avec les inondations, avec la sécheresse, les incendies insolents. On regardait l'année passée, où je suis passé, un incendie qui a fait près de 8 mois dans une de ces zones en Europe. On était avec l'hélicoptère, ça ne va pas. On était, ça ne va pas. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la nature veut sombrer. Elle parle, la matrice forestière, elle est en train de sombrer pour laisser les hommes au dessèchement. Elle est fâchée. Et les conséquences seront graves. Et les conséquences seront graves parce que quand tu regardes le ciel, avec les étoiles, ça parle. Mais tu vas expliquer à qui? Quand tu vas expliquer, on va dire que tu es folle. Oui, on va t'attribuer une folie. Et si tu ne fais pas attention, si c'est peut-être dans ta famille qui est liée à Jésus agit, on va te mettre au centre Jameau. On dit que tu es devenue folle. Donc, mieux tu travailles, ceux qui sont avec toi, comme les kamites comme ça là, comme on est à Kemet TV, on commence à faire un petit reboisement, même si c'est n'importe où. Si on nous dit que aller au nord, on demande au gouvernement qu'on veut planter les arbres, par exemple, au nord, là où ça vient fort, parce que le rayon de la sécheresse vient du nord et ça descend. Comme tous les guerres commencent par le nord et ça descend au sud. Ça descend au sud. Tout ça commence là-bas et ça descend.
Non, c'est un message que tu es en train de passer à tous ceux qui viendront en octobre là, que forcément avant de rentrer, chacun va planter un arbre. Chacun va planter un arbre. Que ce soit n'importe quel arbre, que ce soit n'importe quel arbre qu'on peut reboiser, tu vas planter. D'accord, matriarche. Maintenant, comme la femme du Muvungu a un lien sacré avec la forêt, puisque c'est de là qu'elle vient, toutes nos sœurs que tu vas initier et qui viennent de là-bas, comment après l'initiation, comment seront-elles en contact avec la forêt? Parce qu'il y a beaucoup de nos sœurs qui vivent dans les villes de Paris, Lyon, Londres et autres, qui depuis qu'ils sont nés n'ont jamais vu la forêt, ou depuis où elles sont parties de l'Afrique n'ont jamais vu la forêt. Maintenant, quand elles vont venir pour les initiations, et après, comment vont-elles faire pour être en contact avec la forêt tout en étant là-bas, la forêt étant sacrée justement pour la femme du Muvungu? C'est une bonne question. Alors, même ici, au Cameroun, il y a les enfants qui sont nés, grandis. Cela veut dire qu'elle est née, quittant de la base maternelle, elle n'a jamais mis pied en forêt. Ce qu'on appelle dans le langage vulgaire les enfants des bobos. Elle n'a jamais mis pied en forêt, mais étant comme je suis en contact avec beaucoup de personnes, j'ai croisé des enfants comme ça qui te dit qu'elle a envie d'aller en forêt. Donc, elle est habitée par les chromosomes de la forêt des ancêtres. Ses ancêtres ont fait la forêt. À son tour, maintenant, elle est condamnée. Elle est emprisonnée spirituellement. Elle disait que bon, c'est un monde sauvage, on n'a plus besoin d'aller en forêt. On est moderne aujourd'hui. On est moderne aujourd'hui. Et qu'un jour, cet enfant elle se réveille, elle dit que je veux à tout prix aller en forêt. Ce que je vous dis là, moi je connais beaucoup d'enfants qui viennent me voir hormis leurs parents. Mbombo, on va aller en forêt quand tu vas partir en forêt. Il quitte son père et sa mère. Il lui dit que je suis avec Mbombo. Il vient. On part en forêt. Sa première fois de tenir peut-être la machette pour travailler. La première fois peut-être de tenir là-haut pour travailler. Quand il arrive au pied d'un gros arbre, il regarde, il dit, ah, ça c'est un arbre. Ouh, l'arbre, il tourne autour de l'arbre. L'arbre là est gros, c'est grand, c'est... Non, qu'est-ce qu'il y a, le trou là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tu vois un peu. Donc c'est... Il traverse la rivière, il tombe, c'est bien. Quand il fait un premier tour comme ça là, il revient dire à son père et sa mère qu'il était en forêt. Deux fois, il montre les photos. Son père dit seulement dans sa bouche qu'il est soulagé parce que son fils connaît déjà la forêt. Justement parce que maman est condamnée par le travail. Papa est condamné par le travail. Personne ne peut être le guide pour amener les enfants en forêt ou les parler même de la forêt. Parce que la pression de l'école, de l'avenir, en fait, de ce confinement doit être chaque fois répété. Et il y a justement beaucoup qui nous regardent, qui n'ont jamais tenu la machette. Tous ceux qui n'ont pas encore tenu la machette, levez le doigt. Levez le doigt. Tous ceux qui n'ont pas encore tenu là-haut, levez le doigt. Tous ceux qui ne sont jamais allés au champ, levez le doigt. C'est l'occasion de vous dire de rentrer en Afrique. Il y a des terres en Afrique. Le bassin du Congo est le deuxième bassin le plus important au monde après l'Amazonie. Nous avons encore des forêts vierges au Congo. Ça attend qui? Ça attend les Africains. Ça attend les Africains. Venez tenir la machette. Venez tenir là-haut et les daba. Faisons les champs pour la prospérité de notre continent. Donc on fait une agriculture en préservant les allées d'ombre en forêt. C'est ce que j'ai suivi une fois là, quand je passais dans l'une des enseignements. On m'a dit ça. Que faites une agriculture en préservant les allées d'ombre. Pendant que le colon nous a dit que faites une agriculture pour laisser le désert dans la forêt. Et la chaleur vous trouve
Voilà, c'est ça. Puisque c'est ces arbres de la forêt qui empêchent la chaleur. Pour ces filles qui n'ont jamais vu la forêt, contemplé la forêt, toucher même le tronc d'un arbre comme ça là. Il y a les gens qui sont nés, ils n'ont jamais touché le tronc d'un arbre comme ça là, sentir les vibrations seulement. Traverser la rivière. Traverser la rivière. Faire les balançoires sur les lianes. Voilà, faire les balançoires sur les lianes, que nous on faisait ça, que il y a même la falaise en bas. Tu prends le truc là, passe avec toi, la liane là, passe avec toi en haut. Ça s'y flotte. Ça dit quand tu quittes ici, ça commence. Que tu fends l'air. C'était très beau. C'était très beau. Vous imitez les singes. Vous imitez les singes. Ça dit, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, là, comme il y a la sécheresse, les lianes même ne sont plus solides en forêt. Un enfant ne peut plus faire ça parce qu'il y a la sécheresse. Tu vas trouver une liane qui est déjà asséchée quelque part. Quand tu vas t'accrocher sur ça, ça peut se couper et tu tombes. Oui, oui, effectivement. Et c'était même pas sur toutes les lianes, justement. C'était pas sur toutes les lianes. Il y avait des lianes précises, qu'on savait qu'elles étaient solides. Solides. Un peu comme le goyavier. Mais d'autres lianes, on ne s'hasardait pas parce que d'autres se coupaient. Oui. Et il fallait justement connaître les années récentes, 70, 72... 75 là, on avait encore ça au village derrière les écoles, les lianes comme ça que les maîtres nous défendaient d'aller jouer là-bas. Donc pour ceux qui viennent se faire initier au Movungu, qui n'ont jamais vu la forêt, qu'elles sachent que elles vont aller en forêt. Elles vont aller en forêt et leurs esprits ancestrales, c'est ça qui les habite. Quand elles veulent se faire initier, c'est ça qui les attire. Et il y aura une certaine connexion véritable avec ces esprits ancestrales-là, de leur lignée familiale. D'accord. Donc, ce ne seront pas les esprits de n'importe qui, non. C'est les esprits de leur lignée de sang familial qui les attire à se faire initier. Ils doivent déjà connaître ça. Parce que tu ne peux pas te lever un beau matin, tu n'es pas né. Tu vas t'initier. Tu vas t'initier. Quelle est ta motivation? Voilà. La motivation, c'est les chromosomes que tu portes dans le sang. C'est ça qui te demande la dette. Donc, de retourner, comme un appel, de retourner aux sources. Donc, les églises de réveil disent souvent que j'ai eu l'appel de Dieu. Donc, traditionnellement, c'est votre appel. D'accord. Et il faut également dire justement par rapport à cette occasion que tous ceux qui sont des francs-maçons, des rosicruciens, bref, toutes les sectes là, ne venez pas. Tous ceux qui sont des infiltrés également, ne venez pas. Tout simplement parce que tous ceux qui seront là vont boire ce qu'on appelle le kadi et ça va dévoiler vos intentions et dévoiler ce que vous êtes. Donc il est important, avant de décider de souscrire et venir pour les initiations, les enseignements et conférences en Afrique, ne soyez pas tous ceux dont je viens de citer. Donc nous avons des moyens aujourd'hui, contrairement à avant, où monsieur tout le monde pouvait venir, et même les infiltrés qui venaient voir comment est-ce que ça se passe pour aller donner l'information. D'autres des sectaires qui arrivent pour prendre davantage et ajouter, cette fois-ci ça ne va pas passer. Donc si quelqu'un paye son billet d'avion, sachant qu'il est tout ce que je viens de citer et qu'il arrive en Afrique, ça sera ses risques et périls. Ça, aussi simple que ça. Et il est important de le souligner, Mathias. Donc nous allons avancer. Là, ça veut donc dire que la forêt, parlant justement pour sortir, parlant de l'initiation au Movungu, il y a beaucoup aujourd'hui qui disent que c'est la sorcellerie. Parce que depuis que tu as commencé les émissions ici, les gens t'appellent beaucoup. Pour savoir comment est-ce que ça se passe. D'autres disent que c'est la sorcellerie. Encore que la sorcellerie, c'est une science. Maintenant, ça dépend de comment est-ce que on la développe. Est-ce que le Movungu, c'est la sorcellerie? Est-ce que les initiations que tu fais ou que tu vas faire, c'est la sorcellerie que tu donnes aux gens? Est-ce que depuis que tu inities
les gens, y a-t-il des conséquences du fait de l'initiation au Movungu? Matria, dis-nous. C'est juste une parenthèse. Hein, je veux commencer par la dernière question, par des conséquences. Si quelqu'un vient au Movungu, il faut vraiment qu'il soit... Parce que l'homme n'a qu'une seule âme. Et quand tu as cette âme-là, que tu as attachée à la franc-maçonnerie, tu viens maintenant pour dire que tu viens te faire initier au Movungu. On va trouver que tu es vide. Parce que tu n'as pas l'âme qui est au Movungu. C'est-à-dire ton âme est déjà dans une autre confrérie qui est la franc-maçonnerie, par exemple. Parce qu'ils ont des rites là-bas. Oui, ils ont des rites là-bas. Or, quand tu viens au Movungu pour t'initier, il faut forcément déjà déblayer. Voilà. Sinon, si tu viens déjà avec ça, on va t'initier au Movungu, mais ça ne va rien t'apporter. Ça ne va rien t'apporter. Et en conséquence, tu vas dire que non, on m'a mal initié. Ou alors, l'initiation là, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Très bien. On m'a fait ceci, on m'a fait cela. Et tu peux avoir des conséquences de la bagarre spirituelle. De ton âme qui est condamnée à la franc-maçonnerie et au Movungu qui t'a déjà infiltré son eau dans ta chair. Donc ça fait deux corps dans un même esprit. Ça ne peut pas donner. Deux entités, donc du coup ça fait flash. Donc voilà ça pour la dernière question. Pour la première question, est-ce que le Movungu, c'est la sorcellerie? Donc je ne sais pas si c'est dans le sens négatif ou c'est dans le sens... Est-ce que les gens sont déjà morts pendant l'initiation? Est-ce que après l'initiation, il y a des gens qui sont morts du fait d'avoir été initiés au Movungu? Dommage, personne n'est jamais mort. Tout au contraire, les femmes qui viennent se faire initier au Movungu, parce qu'avant qu'on ait initié au Movungu, si tu as les problèmes d'ordre spirituel, de chair, de beaucoup de problèmes, on reçoit ça en te soignant d'abord. On te soigne, on te nettoie comme on nettoie une plaie à l'hôpital, comme on nettoie ta plaie avant de mettre le remède. C'est comme ça qu'on traite toutes les femmes qui se font initier au Movungu. Je pense que quand on te fait comme ça là, si on trouve que tu as quelque chose, on va te dire que bon, ça là c'est conscient avec toi-même. Peut-être qu'on ne va pas t'initier parce que il faut d'abord partir, tu vas te débarrasser de ça avant de revenir. Parce que nous, on ne peut pas te mettre des choses pour que tu aies la bagarre spirituelle. Dans ton esprit. Dans ton esprit. Où on ne peut pas seulement ajouter un plus, un plus, un plus, un plus, un plus. Non. Pour dire qu'on te rend puissante. Non. Donc, et c'est là justement qu'il y a des conséquences. C'est là justement qu'il y a des conséquences parce qu'on t'ouvre les yeux. Les yeux que tu regardais avant, que tu vois quelque chose comme ça, tu regardes, tu ne vas plus voir comme ça. Donc en fait, on te prépare l'esprit que bon, si quelque chose est un danger, tu regardes, tu vois que c'est le danger. On mûrit ce que tu as d'habitude, parce que chaque personne est habitée par un esprit de discernement. Mais avec cet esprit de discernement que tu as, on te donne dans le secret comment utiliser ça en profondeur. Ça veut dire que là, tu deviens ce qu'on appelle donc sorcier. Là où tout le monde voit le jaune, tu vas venir voir que c'est le blanc. Et il faut souligner aussi que, parce qu'on discute beaucoup en off, et il y a des choses que tu ne dis pas justement ici aux antennes. Il faut également dire que dans le Movungu, comme dans les autres spiritualités africaines où on initie, on ne le fait pas pour que celui dont on a initié en bénéficie seul sur le plan individuel. Voilà. C'est-à-dire quand on t'initie, c'est pour que à travers toi, qu'il y ait une ouverture pour ta famille, pour ta communauté, ton peuple, ainsi de suite. Donc il ne s'agit pas de t'initier pour que tu partes rester avec et après taper la poitrine que je suis initié au Movungu. Par exemple, je vais te citer un exemple de la femme de Movungu.
La femme de Movungo, quand on t'initie déjà, même si tu es marié, on va te dire que, mais madame, comme tu dis que ton mari est infidèle, pense déjà à l'épouser d'autres femmes. Parce qu'on sait que toi, tu es forte. Tu vas donner l'énergie à ton mari. Tu ne dois pas te partager n'importe comment. En fait, ton corps n'appartient qu'à ton mari si jamais tu es marié. Ton corps n'appartient qu'à ton mari. Parce que tu connais désormais la puissance que tu as pour injecter ça à ton mari. Et là, quand ton mari sort, il est le plus fort. C'est pour cela que les hommes avant faisaient laisser leur femme aller à l'initiation. Parce qu'ils savaient que quand il a quelque chose, qu'il part à la guerre, disons, il part à la chasse, il part même faire quelque chose qui est important, il sait qu'il a ses femmes derrière lui qui lui donne l'énergie, ça le rend fort. Ça le rend fort. On dit que oh, l'homme là est fort. Et courageux même. Et courageux. Quel est l'homme qui il est fort comme ça? Il est ceci, il est cela. Justement, il a un derrière qui est ficelé. Bétonné. Bétonné. Donc tu ne peux rien. Tu ne peux rien contre lui. Et je vais te dire, je vais leur dire un petit secret. Il y a souvent certaines personnes qui disent que la femme Movungo fait la sorcellerie. Parce que à l'époque où les colons faisaient trop la rage, trop de mal en Afrique. Trop de mal en Afrique. Il y a les femmes Movungo. Quand elles sentent que son mari est en danger, spirituellement, là où elle a fait disparaître son mari. Hein? Oui. Elle fait disparaître son mari. Quand tu es fidèle, tu as fait disparaître son mari. C'est encore possible aujourd'hui, Mathilda. C'est encore possible. C'est souvent en justice que tu peux écouter les histoires comme ça que une femme cachait son mari dans le ventre parce que on l'a pourchassé en sorcellerie. Puisque c'est resté banal aujourd'hui. Ce n'est plus utilisé dans le sens bénéfique. Justement, en parlant d'un nationaliste camerounais qui s'appelait Oumniobé, oui. L'histoire nous raconte que quand les colons le cherchaient pour l'assassiner, il entrait dans le vagin de sa femme et se cachait dans son ventre. Oui. Ce qui fait qu'à chaque fois, on sait que non, on l'a vu entrer, on encercle la maison, on fouille partout, mais on ne le voit pas. On fouille même sur le lit, on brûle, mais on sort la femme, on brûle la maison. Il est dans le ventre de la femme. Oui. De Movungo faisait ça? Oui. Il faisait ça. Il disparaît. C'est très important. Mathias, nous avons parlé beaucoup des bienfaits de la forêt. Bon, maintenant, est-ce que dans cette même forêt-là, il n'y a pas aussi des dangers? Est-ce que on pénètre en forêt n'importe comment, coupe des choses n'importe comment, quand on veut et comme on veut? Est-ce qu'il n'y a pas aussi les dangers dans la forêt? Il y a les dangers dans la forêt. Il y a les dangers dans la forêt quand tu attaques la forêt. Bêtement. Je vais vous dire une chose. Avant de faire un champ dans la forêt, demande pardon à la forêt. Dis à la forêt ton souci de faire le champ. Puisque on fait le champ, tu vas commencer à défricher. Voup, voup, voup. C'est ici que je veux le champ. Voup, voup, voup. Tu coupes les arbres, tu coupes les arbres, tu coupes. Tu as demandé à la forêt. Tu n'as pas demandé. Mais pour demander à la forêt, il faut justement être initié comme toi. Les gens, monsieur les profanes comme ça, quand elle entre en forêt, et c'est qui va dire quoi? Qui va commencer où? Tu demandes la permission. Ceux qui viendront se faire initier vont savoir comment on parle à la forêt. Ça veut dire que les sieurs là, avant de couper du bois, ils parlent à la forêt? Avant de couper du bois, d'autres parlent, d'autres ne parlent pas. D'autres coupent comme ça. Mais j'ai vu que même les blancs parlent à la forêt. Les blancs, ils ont copié ça de nos ancêtres, non? Ceux qui font le coupe du bois là, j'ai vu Coron. Coron là, il est venu faire la coupe chez nous. J'étais petite. On nous défendait de partir. Il instruit les gens avant le passage de lac Sulou là.
il instruit aux gens que parler aux arbres avant de les couper, donner-leur la direction. Un de ces jours, un monsieur était sourd. Il est allé couper l'arbre sans demander, sans faire quoi que ce soit qu'il a essayé de faire. L'arbre est tombé sur lui. C'est comme ça que tu peux aussi aller en forêt. Si vous avez tellement détruit la forêt, tu vas accuser les gens 1001 fois. La forêt va jaillir les lianes. Les lianes qui vont te piquer. Ce qui a souvent les épines là. Ça fait jaillir ça. Mais moi, quand je veux venir passer, je sais que la forêt est fâchée parce que je vois les lianes là partout qui ont des épines. Et ces lianes là peuvent se cacher dans le sol. Même si tu portes n'importe quelle chaussure, ça entre, ça te pique. Et quand cette épine là va te piquer, ça va faire, ça ne va jamais guérir jusqu'à ce que tu en meurs. Oui, la forêt tue. Quand tu l'utilises mal, elle tue. La forêt, quand tu demandes la permission à la forêt, même si c'est un petit champ de 100 mètres carrés que tu as fait, tu vas récolter les camions de nourriture. Tout le monde va dire que c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Parce que tu es en phase avec la forêt. Tu es en phase avec la forêt. La forêt t'a donné l'abondance. La forêt t'a donné l'abondance en termes de récolte. Donc, la forêt va arroser ton champ chaque matin. Donc, la forêt est aussi, comme toi, tu peux te fâcher. Si quelqu'un vient, chaque jour, il vient prendre chez toi. Il vient prendre chez toi sans te demander la permission, sans aménager un effort de reproduire là. Tu vas te fâcher, non? Oui. Même les poissons dans l'eau. Il y a des fois au village, nos mamans, nos grands-mères, quand vous allez à la pêche chaque jour, vous allez pêcher au même endroit. Chaque jour, ils vont vous dire arrêtez. Laissez d'abord cet endroit se reposer même pendant 1 an. Oui, ils élevaient aussi le poisson, mais de leur manière. Et même le champ, ça se fait. On cultive parfois 3 ans consécutivement. Voilà. Maintenant, la 4e année, on laisse la terre se régénérer. Avant de revenir à la 5e année. Continuer de cultiver. Voilà. C'est comme ça qu'on faisait. Mais pas comme on fait aujourd'hui. Quand le sol est déjà aride, tu mets les engrais. Quand tu mets les engrais, quand les insectes sans pareil viennent, tu mets les pesticides. Après ça, tu remets les engrais. Tu commandes le sol. Tu commandes le sol, c'est pas ça. Alors que ça doit se faire naturellement. Ça doit se faire naturellement. Franchement, tu vois certaines personnes, aujourd'hui là, tu vois ce qu'ils font. Ils font une agriculture sur tapis. Parce qu'ils ont compris que la terre est fâchée. Oui, la terre est fâchée, la forêt est fâchée. Ils font une agriculture sur tapis. Cela veut dire que quand tu trouves quelqu'un faire ça, il a demandé la permission de prendre la terre, venir mettre sur un tapis et cultiver là-dessus, que de toucher encore la terre creusée. On a certaines maladies de la forêt. Qu'on va dire que oh, la forêt, les singes ont donné le sida. Les singes ont donné le sida depuis quand? Les singes sont nés dans la forêt. Ils vivent toujours dans la forêt. Ils sont censés de vivre toujours dans la forêt. Puisque au Congo, justement, en RDC, beaucoup de chercheurs ont révélé que les singes, justement, donnent la maladie qu'on appelle Ebola. C'est faux. C'est faux. Après cet instant, je veux passer par ce paramètre parce que je parle le français. Et on te comprend très bien, ce n'est pas notre langue. Ce n'est pas notre langue. Nous sommes bien obligés de je veux passer par ce paramètre. Je ne me rappelle plus d'une année où on disait que les ordures nucléaires étaient dans un bateau qu'on a montré à la télévision. On demandait les terres en Afrique pour jeter ces ordures nucléaires. Il y a donc quelqu'un qui a pris ses argents pour jeter les ordures nucléaires
où on a acheté quelque part dans le bassin du Congo. Il y a même également en Côte d'Ivoire où un très grand bateau est venu des Pays-Bas, de la Hollande, voilà, avec ces déchets-là pour déverser justement en Côte d'Ivoire. Voilà. Et ça a pollué la mer jusqu'aujourd'hui. On a donc déversé ça dans l'une des forêts, une vallée qui était habitée par les singes au Congo. Je parle de ça parce que à ce moment précis, en cette année-là, je suis allée faire un voyage à la frontière du Congo-Cameroun. C'est là-bas que j'ai suivi ça. Arrivé à Yaoundé, j'ai suivi ça aux informations officielles. C'est après ces fléaux qu'on dit que les singes ont l'Ebola. Justement, les singes, vous avez entendu que les singes sont finis au Congo parce qu'ils ont eu l'Ebola. Non. Les singes ont encerclé ces ordures nucléaires. Les singes connaissent les remèdes. Il y a aussi quelquefois, si vous avez entendu parler que quand tu te casses en forêt, si un singe te trouve, il va te soigner l'entorse ou la blessure. Et c'est avec ces feuilles-là que tu peux soigner désormais. Ils ont donc encerclé ça avec certaines plantes. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez encore entendu parler d'Ebola. Non. Et pourquoi ils n'ont pas enlevé ces plantes-là? Eux qui ont les eaux partout en Afrique, pourquoi ils n'ont pas déménagé ces plantes-là? Pourquoi ils n'entrent pas jusqu'ici pour déménager les ordures nucléaires là? Donc... Très bonne question. Bon, maintenant, Matriarche, sur le plan de la spiritualité, puisque pour initier au Movungu, il faut forcément aller en forêt. Ça veut dire que la forêt a une âme, comme tu viens de le dire. Maintenant, comment la femme du Movungu communique spirituellement avec l'âme de cette forêt, justement? Parce que tu nous as cité les éléments physiques, les arbres, les plantes et autres. Maintenant, parce que l'initiation Movungu, entre parenthèses, je peux dire c'est comme de la magie. Donc, ça veut dire qu'il y a une communication avec l'au-delà. Et ça ne peut pas se faire en dehors de la forêt, seulement dans la forêt. Comment la femme du Movungu communique avec cette âme, l'âme de la forêt? La femme de Movungu communique facilement avec l'âme de la forêt. Pour ceux qui viendront se faire initier, elles vont découvrir. Je ne peux pas dire ça ici. Ça, excusez-moi. Donc, elles vont découvrir. Il faut seulement qu'elles soient courageuses. Tout ce que je peux recommander. Ah, donc ça fait peur? Ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur, puisque c'est quelque chose qui est hors du commun que tu as toujours vécu. Hein? Tu peux voir que tu communiques avec quelqu'un comme nous sommes en train de communiquer. Et que quand tu pars te faire initier, un de ces jours, tu as peut-être l'apparition, comme on dit souvent qu'on a vu la Vierge Marie. Tu as cette apparition qui te parle, par exemple, ce que tu as demandé, ce que tu veux dans la vie des hommes, dans ta vie de famille, dans ta vie quotidienne. Bon, il peut arriver que tu vois ça, que si on voit que tu as trop peur, tu peux voir ça par les rêves. Il y a beaucoup de femmes qui viennent se faire initier, qui ont déjà les prédispositions qui sont faciles, qui peuvent déjà bien rêver de certaines choses et ça se matérialise. Ah, d'accord. Les femmes, par exemple, qui parviennent déjà à interpréter facilement les rêves, ça veut dire que ça ne sera plus très nouveau pour elles dans le processus de l'initiation. Non, elle ne peut non plus avoir peur. Puisque là, elle va voir la réalité. Mais c'est elle, celle qui n'a pas les dispositions, qui est encore aveugle. On parle souvent comme ça. Qui est encore aveugle, qui aura un peu peur.
Donc, la forêt est donc le lieu par excellence de l'enseignement. Oui. Donc, on peut considérer ça comme la porte des étoiles. La porte des étoiles, parce que quand tu vois que vous êtes à la maison pour les enseignements, il y a les gens qui entrent, qui ressortent dans la maison. Il y a les gens qui ont laissé leur fil d'aura dans ta maison. Par exemple, que tu ne connais pas qu'il y a une certaine écoute, une certaine onde qui est fixée sur toi. Combien de fois tu parles ici à la maison, tu ne sais pas qui a ramené le Congossa de l'autre côté. Tu crois que c'est quoi? C'est l'esprit des étrangers qui ont laissé à la maison comme les caméras fixées. Par contre, quand vous êtes à la forêt vous protège de tous les échos, de toutes les causeries, de tout ce que vous allez faire. Tant pis pour celui qui s'engage à venir vous guetter. S'il tombe aveugle là-bas, c'est son problème. Ah bon, donc quelqu'un peut tomber aveugle en forêt si on ne t'autorise pas en cherchant à vous voir. D'accord. Maintenant, est-ce qu'on peut également utiliser la même forêt pour faire du mal, par exemple, à quelqu'un? Pour attaquer quelqu'un, soit sur le plan mystique, soit sur... Non. Quand il y a déjà les rites dans un des sanctuaires de Movungu qui est en forêt, le mal ne vient pas là-bas. Tout est balayé. Le mal ne vient pas. Même toi, l'être humain qui veut venir faire du mal, là, tu deviens bête. Tu deviens bête. On sent que tu deviens bête à cause de ça. Donc, c'est-à-dire la forêt te rend ce que tu voulais faire à quelqu'un d'autre. Oui, puisque déjà, il y a les esprits ancêtres qui habitent là-bas. Ils savent qu'on a déjà des amis ici. Comment tu ne peux pas aller dans une forêt pour te faire initier peut-être pendant quelques années. Tu appelles l'esprit ancestral la première fois. La deuxième fois, tu les abandonnes. Ils restent là-bas. Dans le bien. Si toi-même, tu ne reviens pas, ils vont faire du bien aux autres personnes. Et tu vas balader comme ça dans la vie, tu n'auras rien. Est-ce qu'il est déjà arrivé, matriarche, que une femme du Movungu enfreint les lois de la forêt et que la forêt, justement, réprimande cette dernière? Si oui, ça se passe comment? Parce que nous sommes des êtres humains, même étant initiés, nous ne sommes toujours pas parfaits. Non, nous ne sommes pas parfaits. Est-ce qu'il est possible que, ou alors, as-tu déjà vécu un cas d'une femme du Movungu qui a enfreint les lois de la forêt? Alors, comment s'est comportée la forêt vis-à-vis d'elle, sachant que elle connaît bien? Quand tu es déjà une femme de Movungu, déjà beaucoup de choses sont difficiles pour toi. Beaucoup de choses sont difficiles pour toi parce que la femme de Movungu ne fait pas l'amour dans la forêt. Voilà une des lois, première loi. Donc tu ne peux pas quitter comme ça là, tu peux coucher un homme dans la forêt, dans n'importe quelle forêt. Pas seulement dans ta forêt, mais dans n'importe quelle forêt dans le monde. D'accord, matriarche. Tu ne peux pas faire l'amour dans la forêt. Quand on était un peu plus jeune et qu'on allait au champ, parfois on faisait une semaine là-bas. Parce qu'on faisait parfois des huttes. Oui. On dormait là-bas, on cultivait et on s'aimait avant de rentrer au village. Oui. Maintenant, si une femme et un homme vont en forêt travailler, dorment là-bas et que la nuit, ça les prend. Non, ils sont mariés. Ah, d'accord. En faisant la hutte, vous avez déjà pris une bouffée d'air comme quelqu'un qui prend la part du gâteau pour une intimité cachée. Parce que quand vous êtes dans la hutte, est-ce que les arbres vous voient? Les arbres ne vous voient pas. Pas que les gens qui partent bousculer les arbres en forêt, qu'ils partent adosser la forêt, ils bousculent l'arbre. Oui, elle arrête l'arbre, l'autre est derrière en train de pédaler. Et l'arbre demande qu'est-ce que vous faites là-bas en bas? Les autres sont un spectateur, ils disent seulement oh, donc tu souilles la forêt. Tu souilles, non, tu ne souilles pas la forêt, mais tu souilles toi-même. Les arbres te maudissent.
Même si tu es où dans le monde, si tu as fait ça, quelle qu'en soit la forêt, demande pardon. Là où tu as été initié, tu rentres simplement demander pardon à la forêt. Vous qui l'avez déjà fait, rentrez demander pardon. Vous qui n'avez pas encore fait, ne le faites jamais. Même si ça vous prend comment, faire l'amour dans la forêt, strictement interdit. Parce qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences graves. Tu peux accoucher un esprit si tu conçois avec ça. Tu peux accoucher un esprit, tu vas te dire, oh, l'enfant, si c'est l'enfant de quoi, même machin, alors que c'est parce que tu as ramassé un esprit violent dans la forêt. Oui, justement, parce qu'on nous dit que quand tu fais l'amour dans la forêt, il y a le vent, il y a toujours l'air qui passe. Et cet air-là, parfois, transporte des esprits. Des esprits, oui. Et maintenant, l'esprit d'un arbre, ou alors l'esprit d'une plante, peut donc entrer dans le vagin de la femme, et que malheureusement elles sont en période féconde et qu'elles conçoivent, forcément elle va accoucher un enfant qui aura l'esprit de cet arbre ou alors de cette plante. On va se poser la question de savoir pourquoi est-ce que l'enfant là est comme ça, ou alors même sa morphologie. Si l'arbre est court, très court, si l'arbre est tordu. Ce n'est pas seulement la femme, hein. L'homme aussi, tu peux coucher cette femme en forêt. La femme là ne conçoit pas. L'esprit là entre sur toi. Parce que l'esprit là voit chez toi à la maison. Quand tu arrives à la maison, tu enceintes ta femme, tu accouches toujours un enfant qui est hors du commun des enfants que tu as à la maison. Et tu vas accuser ta femme pour rien. Alors que c'est toi qui es venu avec. Est-ce que ça peut aussi être un enfant qui aime la forêt? Et une fois qu'il est né et à l'âge conscient, il est tout le temps en forêt. Oui, parce que son père est là-bas. Tu vas trouver un enfant qui est dans la clôture. Il est toujours en train d'aller se cacher sous les fleurs. Tous les enfants sont à la maison, hein. Mais il est toujours en train d'aller jouer en bas des fleurs. Il est toujours en train d'aller chercher ce qu'il ne trouve pas. La forêt, tu oublies que tu as accouché une femme en forêt. Cette femme-là n'a pas conçu. Tu es venu enceinte ta femme à la maison. C'est pour cela que ton enfant cherche la forêt. Donc il y a des risques. L'amour, c'est l'énergie. Et quand tu défalques cette énergie n'importe où, fais attention que ça ne soit négatif. Tu vois que tous les patriarches ont beaucoup de réserves. Tous les hommes initiés là, qui sont des patriarches, ils ont beaucoup de réserves. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et ainsi que les femmes qui sont des matriarches. Ça veut dire, il y a beaucoup d'interdits. Beaucoup d'interdits. Dans la forêt, on constate également qu'il y a d'autres êtres vivants, notamment les animaux. Oui. Est-ce que pendant l'initiation au Muvungu, ces animaux ont une importance capitale? Première question. Deuxième question, quel est le rôle de ces animaux dans la forêt? Cette forêt-là protège ces animaux, leur donne à manger. Comment est la cohabitation? Est-ce que la forêt accepte que les animaux y soient, puisque nous savons de toutes les façons que les animaux ont toujours été en brousse? Ça veut dire que forcément il y a une cohabitation normale entre les animaux et la forêt. Les animaux en forêt, les animaux travaillent plus que les êtres humains. En forêt? En forêt. Déjà, commençons par les oiseaux. C'est les oiseaux qui ensemencent les arbres partout, partout, partout. Donc, il prend le noyau, il part jeter quelque part. Il y a aussi quelque part, on dit que les petits prunes qui sont souvent comme ça, c'est les prunes des oiseaux. Oui. Voilà. Même le piment. Même le piment des oiseaux. Seulement en forêt. Voilà. C'est eux qui font la semence. Un oiseau ne peut pas passer une journée sans ensemencer quelque chose. C'est pour les oiseaux là-bas. C'est fait exprès ou bien c'est ce que la nature les recommande. D'accord. La matrice de la forêt, c'est ce qu'il les recommande. L'oiseau sème. Il sème. Il sème à tout moment, à tout temps.
Il sème. Et l'homme le plus intelligent, le plus beau, le plus mignon, il vient couper. Il vient couper. C'est pour cela que quelque part, les pygmées nous méprisent. Tu es déjà allé chez les pygmées. Oui, ils t'ont déjà sorti le mépris. Ah. Ils vont te mépriser à un moment donné. Tu vas te demander que les gens, ils sont comment. En dehors des oiseaux. En dehors des oiseaux, il y a les animaux tels que les lièvres, les hyènes, même les éléphants. Les éléphants ont leur rôle. En forêt. En forêt. L'éléphant, avec ses défenses, c'est eux qui cassent les rochers pour sortir l'eau. Tous les rochers que tu vois sortir l'eau là, les éléphants qui avaient les grosses... Et voilà. Voilà. Ils tapent, ils cassent. L'eau sort. D'accord. Maintenant, les hyènes sont ceux qui orientent les lianes en forêt. Donc, ah bon? Oui. Donc, les lianes, quand une liane sort, ça finit par sortir ses semences. Il part tirer ça, il tire. Il part mettre ça. D'accord. Le singe, il avale les fruits tous les 2 jours avec le rat palmis. C'est eux qui portent les fruits dans les jours. Quand il arrive quelque part, il sait que, bon, la floraison se passe de l'autre côté. Mais ici, quand notre groupe va grandir, le groupe de singes, comme ils accouchent, ils se connaissent compter. Ils connaissent se compter. Les singes savent compter. Ils regardent, ils savent que dans 5 ans, ils seront peut-être au nombre de 50 dans le groupe. Ils lâchent les noyaux de fruits là. Ça commence à pousser. C'est pour cela que quand tu es en brousse, tu commences à défricher. Si tu entends le singe te fait donc ne coupe pas ce que j'ai planté. Et c'est très fréquent justement. Oui. C'est fréquent. Parfois on ne le voit même pas, mais on entend ce cri là. Oui. Tu es en train de couper ce qu'il a planté. Quand tu arrêtes de couper, tu n'entends plus le Dès que tu commences encore à couper, il commence Dis-moi ce qui peut énerver le singe. Ça, c'est très important. Voilà. Même les serpents produisent aussi les herbes qui sont à côté de l'eau. Ils mangent ça, ils ne mangent même pas ça trop. Le serpent. Le serpent, mange les herbes. Et il prend ça avec sa bouche. Ils ont étudié tout en sciences, ils ont oublié l'autre paramètre là. Il part faire son nid. À prévoir aussi les nids des autres. Ah oui, pour ceux des serpents qui pondent. Oui, il fait un nid. Même quand il a les œufs au ventre, qu'il veut mettre bas, c'est petit. Il fait un nid ronde comme ça avec les herbes qui sont à côté de l'eau. Ronde comme ça là. Il fait l'autre nid, il fait le ronde. Il fait l'autre nid, il fait le ronde. Le jour qu'il est en travail, il passe seulement directement là où il y a un de ces nids pour pondre. Donc quand tu peux trouver que ça comme ça là, regarde le second, parce que c'est souvent aligné, bien aligné, hein? Il se met tout droit, il aligne ça. Regarde là où il est, parce que si tu touches ce du premier nid là, tu vois, il va venir en cachette te mordre. Donc ceux-là, quand ils accouchent, donc ça reste donc les herbes là restent jaillies. Parce qu'il prend certains herbes que je ne peux pas citer ici. Ça reste jailli. Et il repart encore, il ne revient plus au même endroit prochainement s'il n'est pas tué. Il part encore ailleurs, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord.
Donc ça veut dire que même les animaux participent à l'épanouissement de la forêt. De la forêt. Par exemple, les perdrix. C'est le perdrix qui creuse la source d'eau. Et comment ça, Mathias? Il griffe comme ça là. Là où l'eau, le bout de la source est. Il la lève, il pince avec les pieds. Ça veut dire que les perdrix, elles sentent qu'il y a l'eau à tel endroit. Commence à lever la terre, la boue. Tu vas trouver que l'eau suinte est petit. Ça ne coule pas beaucoup. Tu pars là-bas, ça suinte petit, mais tu vois les petits picotements sur la boue là. La boue qui est là, tu vois les petits, comme si on piquait la fourchette. C'est son bec. C'est la perdrix. Oui. Et ça permet maintenant aux autres animaux de venir s'abreuver à cette eau. À cette eau. Quand le phacochère vient alors, il pousse ça fort. Il pousse ça comme il lui recherche toujours les crabes. Et quoi que les crabes sont là, il pousse ça. Ça devient donc... Ça jaillit, ça devient la source. Oui. Il pousse. Maintenant, tous les animaux peuvent venir. Nous ici, là, on crée le forage. Hein. Nous aussi. Dès que les voisins viennent sonner ou bien cogner qu'il n'y a pas d'eau, on veut puiser l'eau. Non, le forage ne marche pas. Les animaux dont on dit être plus intelligents que eux. Voilà comment une perdrix crée la source. Et même quand l'homme vient en forêt à la recherche de l'eau, il tombe sur cette source. Moi, j'ai souvent créé des puits comme ça là à côté de l'eau. Quand je trouve que les perdrix a déjà commencé, j'agrandis. D'accord. J'agrandis. Donc, c'est comme ça. Mais il faut quand même dire, Mathias, que la forêt est d'une richesse inestimable. Inestimable. Est-ce que tu sais que l'autre là, les perdrix là, fait beaucoup de choses en forêt? Ça fait beaucoup de choses que je ne peux pas citer ici. Sauf ceux qui viendront à l'initiation, hein, franchement. Ça fait beaucoup de choses. La perdrix. La perdrix. Donc, il y a une certaine harmonie véritable entre les animaux et la forêt. Et la forêt. Donc, c'est pour cela que à un moment donné, nos ancêtres ne faisaient plus la chasse. Ils faisaient plutôt la pêche. Ils géraient la forêt normalement. Pas comme on fait ça de façon anarchique aujourd'hui. S'il faut que tu fasses la chasse, tu achètes seulement 25 coups, la mitraillette. Quand tu tues le buffle, tu tues les hérissons, tu tues. Ça veut dire que la façon que tu tues ça, c'est émietté même. D'accord. Je comprends maintenant. Est-ce que l'initiation au Movungu ou alors les femmes du Movungu se servent de tous les éléments de cette forêt-là, y compris les animaux? Oui. Ils se servent des éléments de cette forêt, y compris des animaux. Il arrive souvent que vous êtes dans la forêt, les animaux viennent vous guetter. Quand ils savent que... Parce qu'il y a même un proverbe qui dit que même le lion peut te guetter en forêt si tu n'as pas de problème avec lui. Tu n'as pas de problème avec le lion, tu peux dormir sur son espace. Oui, tu peux dormir sur son passage. Il passe, il te laisse. Mais comment vas-tu avoir les problèmes avec le lion? Tu peux te reposer dans la fourberie du lion si tu n'as pas de problème avec lui. Il connaît aussi respecter que quand il te trouve dans sa fourberie, il dit que bon, quel est le problème que j'ai avec ce dernier? Il quitte, il passe se reposer là-bas. Quand tu quittes, il revient entrer dans sa fourberie. Maintenant, parmi dont ça sera peut-être pour terminer, parmi les sanctions que la forêt donne aux hommes qui enfreignent ses lois et ses règles, est-ce qu'on peut arriver jusqu'à la mort? Oui. On arrive jusqu'à la mort. Par exemple, si vous êtes dans un village, citons un village. Parce que actuellement, là, tu trouves un village où il n'y a même pas une seule tige de bois sacré.
Cela veut dire on peut compter les bibinga, le caritier, les singang et autres bois de benne, tout ça. Tu ne peux plus trouver. Quelle est la sentence dans ce village-là? Vous allez avoir des gens qui seront malades et ne jamais guérir, même si on part dans 1000 pharmacies du monde, même si on fait 1000 hôpitaux, on fait 1000 marabouts, tu ne vas jamais guérir. Justement parce que vous avez détruit la forêt, vous avez détruit votre mère. Il va encore vous donner quoi? Vous n'avez plus rien. Puisque avant, quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un est gravement malade, on appelle l'assise du village. C'est ces herbes, c'est ces écorces-là qu'on prend pour te purifier et te renvoyer chez le marabout qui va te traiter, chez le tradit praticien qui va te soigner. Mais aujourd'hui, s'il n'y a plus ces écorces dans ton village que tu as fini de vendre, on va te bénir avec quoi? Ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même réparation. Il y a une réparation là. Tu peux le faire par ignorance. Oui. Et être frappé donc par cette maladie qu'on peut dire incurable. Voilà. Mais il y a quand même réparation pourvu que tu ne refasses plus, tu ne récidives pas. Il y a réparation. Réparation pour la forêt, c'est quoi? À partir du moment où tu constates ça, tu commences à planter les arbres. Vraiment, la forêt est fière. Sans les arroser, tu vas voir à quelle allure ça va grandir. Même si le soleil la frappe comment, ça va toujours pousser. D'accord. Mais ça, c'est très important. Ce qu'on va retenir, c'est que la femme et la forêt sont jumelles. En début d'émission, j'ai même parlé des jumeaux. Sont jumelles. Oui. On a dit tantôt, c'est la langue des autres. Hein, donc, oui, c'est la langue des autres. Vous allez nous excuser si on fait des petites erreurs, si on fait des petites fautes par là. Qui peut même parler les langues que moi je parle? Voilà. Moi, je parle plusieurs dialectes. Quelqu'un peut aussi parler ça. D'accord. On retient que la forêt est la matrice. On retient que la forêt est la jumelle de la femme. Et c'est parce que la femme est généreuse que la forêt est généreuse. Et c'est parce que la forêt est généreuse que la femme est généreuse. Oui. Même la spiritualité du Movungu et les autres spiritualités même puisent leur essence dans cette forêt-là. Et les animaux parfois qui sont comestibles, qu'on chasse pour manger, se trouvent en forêt. Et s'ils y vivent, c'est bien parce que la forêt leur trouve un abri et de quoi se nourrir. Alors, Madame le délégué régional des tradis praticiens du centre, oui. Un mot de fin à tous ceux qui nous ont regardés dans le cadre de cette émission de Sagesse Camille sur les ondes de Kemet Télévision. Mardi oblige. Voilà. Merci pour votre écoute de chaque mardi. Merci, mais ce que vous allez encore, je vous réitère encore. Nous vous réitérons parce que je ne suis pas la seule. Quand je viens parler ici, je parle au nom de toutes les femmes Movungu. Donc, elles me donnent aussi de leurs conseils et tout. Ce que nous voudrons, nous voulons que vous soyez conscients du gâchis qu'on est en train de faire. Nos enfants ne verront plus la forêt. Nos arrière-petits-fils ne verront plus la forêt. Elles auront seulement les histoires dessinées et vendues à la librairie. Que voici la forêt qu'on a dessinée, il achète sa chair. Alors que toi aujourd'hui, tu pouvais au moins se réserver une partie de ces plantes-là. Tu dis que voilà une petite forêt sacrée. Qu'on apprenne à voir ça chez nous. D'accord. Même ceux qui viendront se faire initier devront penser déjà à avoir leur forêt. Forêt sacrée. Leur petit espace sacré. Sacré. Forêt. Oui. Parce que tu ne vas pas être une femme Movungu nomade. Oui. Comme tu es déjà initié, fais-toi même l'honneur de venir chaque année à ton sanctuaire
pour te ressourcer, y montant en forêt. Parce que demain, quand tu es déjà trop vieille, tu pars te cacher là-bas. Tu commences à donner les énergies à la génération future. Jusqu'à ce que tu ailles retrouver les ancêtres. Donc, Otep, à la prochaine. Voilà, votre destin se trouve en Afrique. Même pour ceux ou celles qui n'ont jamais mis les pieds en Afrique, on vous appelle généralement les afro-descendants et les afro-descendantes. Votre destin est en Afrique. Nous avons tellement de terres, nous avons tellement de forêts, nous avons tellement de savanes. Je vous ai dit tantôt, après la forêt amazonienne, c'est le bassin du Congo. On y trouve encore des forêts vierges où personne n'a jamais pénétré. Satan, ses fils et ses filles. Donc votre destin est en Afrique. Voilà, madame, monsieur, chers téléspectateurs, nous mettons fin à cette production de ce mardi. Likez massivement, abonnez-vous massivement sans oublier de cliquer la cloche de notification. Allez sur l'onglet description, inscrivez-vous pour être des super fans de Kemet Télévision et enfin partagez massivement pour que le contenu de toutes les émissions que nous produisons ici touche l'Africain qui se trouve dans n'importe quel coin du monde. J'étais avec la matriarche Nangonjoy. Ça a été une fois de plus un plaisir. On se retrouve forcément demain avec le combo Beauty et Vanga pour la suite de l'initiation dans la spiritualité Beauty. Merci mesdames et messieurs et restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur Kemet Télévision. Salut. Merci Mathias. Merci. Ça a été bien.